Alors, je vais vous parler de l'impact du numérique sur le management, vaste projet. Tout à l'heure, Michel, tu disais que tu n'aimais pas le mot performance. Moi, j'adore le mot performance parce qu'il rime avec France. Par contre, j'aime pas du tout le mot de management. Je pense que management est en train de devenir un gros mot, vraiment. Soit t'es manager, ouais, ou je suis manager. Ah, je te plains. Vraiment, sincèrement, je te plains d'être manager. Alors l'interpreneur, ça c'est génial. En fait, ça a été traduit en français par start-upper. Cherchez pas. Et l'entrepreneur que nous sommes tous, a priori. Il y a pas mal de choses qui ont bougé. Il y a vraiment 3 grands impacts sur l'entrepreneuriat. Le premier impact qui est que déjà le numérique, Internet et tout ça, a explosé la cellule collective du bureau, a changé la façon de travailler. Je dirais même pas changé, nous a libérés. Aujourd'hui, on parle de coworking, on parle de tiers-lieux, on parle de travailler à la maison de temps en temps. Alors, certaines entreprises commencent à avoir de vraies politiques. On peut bosser de chez soi à condition que ce ne soit pas plus de 4 jours par semaine. On peut aller jusqu'à 4 jours par semaine, c'est le mieux que j'ai vu. Et chez Yahoo, c'est pas du tout. Là-dessus, la chose qui est assez intéressante, c'est que finalement, avec cette libération, est également arrivé vraiment un changement du paradigme. Je suis consultant, il faut toujours que je place paradigme à un moment, de l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, si vous n'avez pas un PMV qui a une vraie traction, qui vous a permis de réduire votre churn, et qui vous a surtout évité de faire un pivot, je pense que c'est pas mal. Alors, qui m'a compris? Ah là, très bien. Très bien. Vous pouvez vous lever? Donc traction, c'est le nombre de personnes qui viennent acheter vos produits. Le churn, c'est le nombre de personnes qui réachètent derrière. Voilà, tout de suite en français, c'est plus clair. Donc si vous n'avez pas ces deux choses-là, vous n'êtes pas un entrepreneur 2.0. Là, pour le coup, vous avez raté votre vie d'entrepreneur 2.0 et j'utilise 2.0 parce que j'ai 40 ans. Donc pareil, n'utilisez pas trop ce terme parce que ça fait trop. J'ai découvert Facebook à 25 ans. Bon, c'est assez moyen. Au moins, ça veut dire que vous n'utilisez plus NTIC. Attention à celui-là. Le téléphone, c'était NTIC. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. La troisième chose, c'est que les raisons de construire une entreprise, de monter une entreprise ont évolué. Aujourd'hui, il y a 3 grandes raisons de monter sa boîte. Il y en a 2, puis une qui est en train de baisser. Les 2 premières, les plus importantes, c'est une raison tribale. C'est-à-dire qu'on est des potes, on est à l'école, on s'entend bien, et on va monter une boîte. Alors après, l'idée de la boîte, au départ, on s'en tamponne. C'est juste l'idée de travailler ensemble entre potes. Donc c'est ainsi comme j'ai rencontré WeDoBiz, Julien, Mousse et compagnie, je crois que Julien est dans le coin d'ailleurs, qui se sont rencontrés dans leur école de commerce. Depuis, j'ai trouvé encore plus fort. J'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Mon Job à moi, MJAM. Frédéric, Céline et Martin. Je vais faire comme tout à l'heure Michel. Frédéric, si tu es là, lève la main. Ah oui, c'est lui qui filme. Eux, ils se connaissent depuis le collège. Vous imaginez 3 amis de collège qui créent leur boîte. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'amitié devient un ciment et devient un ciment entrepreneurial sérieux. Le deuxième, qui est tout à fait à droite, celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Make Sense. Eux, c'est génial. Ils ont commencé, pas comme une entreprise, ils ont commencé comme un groupe Facebook. Ils ont réfléchi à leur business model et finalement, nous, on n'a pas de business model. On n'a pas besoin de business model, on vit chez nos parents, on va bien voir ce qui se passe. Par contre, et moi j'appelle ça de l'entrepreneuriat social, ils voulaient vraiment changer le monde. Leurs idées, à eux, c'était vraiment d'aider l'économie sociale et solidaire, de donner un coup de main d'un point de vue marketing à des petites boîtes qui voulaient changer vraiment les choses. Donc La Ruche qui dit oui, Ashoka, etc., ils font partie de ce grand mouvement. Le troisième, qui est un petit peu en baisse en ce moment, qui est l'entrepreneuriat vital. C'est-à-dire je monte ma boîte pour survivre. Donc le grand exemple qui a vraiment fait parler de lui dans les années 2000-2005, c'était La Fraise, qui existe toujours, lafraise.com, qui est un site communautaire de vente de t-shirts. Finalement, ces changements sont assez logiques, parce qu'ils suivent l'évolution sociétale de la vision que l'on peut avoir de l'entrepreneur. En gros, en France, aujourd'hui, il y a 5 grands systèmes de valeurs qui coexistent. Le premier, c'est le système traditionnel. Voilà, je suis chef parce que c'est simple, c'est moi qui ai monté la boîte ou parce que je suis le fils de celui qui a monté la boîte. Ensuite, on a l'ordre. Je suis chef parce que je suis ingénieur et que j'ai fait de grandes études. Donc c'est juste normal.
Ensuite, on a le succès. Je suis chef parce que j'ai une très bonne performance. Merci de suivre. Ensuite, on est passé dans un autre système de valeurs, beaucoup plus dirigé par des femmes qui disent « Attends, moi je veux être le chef de ma vie, déjà ça sera pas mal ». Et enfin, on est en train d'arriver dans un autre système basé sur la liberté, où être chef, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Moi, je veux changer le monde, je veux gagner ma vie, je veux voyager, je veux apprendre des trucs, je veux faire plein de choses, mais chef, mais ça m'est même pas venu à l'idée. Surtout pas. Contrairement à d'autres entreprises où encore on se mesure sa réussite à coup de nombre de salariés. J'ai assisté à une conversation entre deux chefs d'entreprise assez connus. L'un demande à l'autre « Alors, tu as combien de salariés en ce moment ?»« J'en ai 80 000. » Ah dit « Ouais, t'étais une start-up en fait. » Parce que lui, on avait 170 000. Vous voyez un peu le niveau. Alors, cette liberté, c'est hyper important comme valeur. C'est vraiment, je pense, ce qui est en train de nous diriger. Et c'est pour ça que quand on parle de génération Y, je fais toujours un peu une petite blague, parce qu'en réalité, c'est simplement manager des gens dont le système de valeurs dominant est basé sur la liberté. Donc des gens qui ne veulent pas s'engager sur le long terme, parce qu'ils ne peuvent pas s'engager sur le long terme, je pense que ça devient un petit peu compliqué, parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie de se sentir emprisonnés dans une relation hiérarchique un petit peu coincée, et surtout, quelque chose qui peut être traduit par les plus anciens comme un problème de relation avec la hiérarchie, avec le chef, qui est en réalité simplement un problème de relation avec le fait de ne pas avoir de choix. Avec beaucoup de personnes qui disent « Mais non, je n'ai pas un problème avec mon chef, au contraire, il est cool, mais il ne me laisse pas le choix, il me donne des ordres, et ça ne le fait pas. » Donc manager la liberté, juste 3 choses très rapidement. La première chose, en fait, c'est la fin du chef qui a raison. C'est la fin du chef qui dit « Je suis le chef, donc mes idées sont les meilleures ». Non, ça c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe, j'ai essayé de m'amuser en fait en copiant ce qui se passe dans les communautés ou sur Facebook appliqué à l'entreprise. Aujourd'hui, une idée qui l'emporte est une idée qui fait adhésion, une idée qui a le plus de personnes qui vont la rejoindre et qui vont la supporter. Et c'est plus seulement un bonhomme tout en haut qui va dire « Voilà, cette idée elle est bonne, forcément. C'est moi, enfin ma femme qui l'a eue. » Autre chose, les contributions sont plus importantes que les expériences. Par exemple, Norman, vous avez bien sûr reconnu. Norman n'a pas eu besoin d'avoir un diplôme en cinématographie pour pouvoir lancer son blog. Bon, en fait, si, il a un diplôme de Panthéon-Assas en cinématographie. C'est un mauvais exemple. Mais en attendant, je pense qu'on connaît tous des gens qui ont leur blog, qui ont peut-être pas mal de visiteurs, qui ne sont pas journalistes. Aujourd'hui, on est en train de libérer tous les moyens de création qui fait qu'on n'a plus besoin de passer par l'école, par alors pour certains, c'est une CCI, malheureusement, de passer par un diplôme visé par l'État. Voilà. Et à côté de ça, il y a des Xavier Niel qui font des écoles. En fait, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours. Et c'est surtout pas reconnu par l'État, et c'est plein à craquer. Et le dernier, c'est que les hiérarchies et les équipes se forment naturellement. Je vous parlais tout à l'heure de l'amitié de certains entrepreneurs. C'est un peu la même chose. On va aujourd'hui s'organiser naturellement, par affinité, par amitié. On va vouloir rejoindre un manager en particulier parce qu'on sait qu'il écoute, on sait qu'il va nous apprendre des choses, on sait qu'il est présent. Et en tout cas, il est plus dans je te force à faire quelque chose qui va te plaire ou pas. Ça fait le gros buzz depuis, on va dire, novembre l'année dernière, quand Tony Hsieh, le patron de Zappos, a décidé qu'il allait passer toute sa boîte en holacratie. Holacratie, pardon. Je l'ai fait. Holacratie. H-O-L-A-cratie. Alors c'est T-I-E, parce que si jamais vous utilisez C-Y, c'est une marque déposée. Qui consiste en fait à laisser les personnes s'organiser entre elles en ce qu'on appelle des cercles. C'est-à-dire qu'on déshabille l'emploi à ses tâches. Et on regarde quelles sont les tâches qui vont ensemble et on crée des cercles, sachant qu'une personne peut appartenir à plusieurs cercles. C'est juste 0,5% de ce que c'est l'holacratie, je vous invite à aller voir. C'est ce que les plus anciens appellent la sociocratie, si vous avez entendu parler de ça. Alors en conclusion, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. La première, c'est qu'on n'est plus dans un management du « ou ». Quand j'étais en école de commerce, j'ai lu les bouquins qu'on m'a forcé à lire et on m'a expliqué plein de choses. La première, on m'a expliqué comment il fallait manager. Alors on m'a expliqué, c'est d'abord une question de savoir-être, c'est une question d'écoute, il faut faire des rencontres régulières avec ses collaborateurs. Alors le premier problème, pour ceux qui me connaissent, j'ai une société de 50 salariés en Australie.
avec 4 personnes qui étaient à l'autre bout de l'Australie, 10 personnes qui étaient en Thaïlande et 5 personnes qui étaient en Malaisie. D'accord. Alors déjà, en plus, c'était des Malaisiens, des gens plus jeunes que moi, que je voyais rarement. Donc là, je dis, tiens, c'est marrant, on ne m'a pas appris à faire. Comment est-ce que je fais pour gérer des gens que je ne vois pas ou très rarement? Donc là, après, j'ai découvert des choses assez sympas comme la confiance, l'engagement, l'écoute, enfin, les trucs incroyables. La seconde chose, dans cette école de commerce, on m'a dit, attention, je répète, attention, le bon manager doit être capable de trouver le bon curseur entre amis et directeur, dirigeant, j'allais dire dictateur. Il faut trouver le bon truc, c'est-à-dire que tu peux tutoyer tes gars, mais dans ce cas-là, évite d'aller boire une bière après le boulot, parce que on ne sait jamais, ils risquent de confondre après, et tu ne vas plus les tenir, c'est une question de tenir, lorsqu'ils seront au travail la journée. Ou alors, tu peux effectivement les vous voyez, dans ce cas-là, il y a respect, on prend du recul, et là, ouais, ok, tu peux aller prendre une bière. Tout va bien. Et donc, on nous forçait, quelque part, à essayer de choisir un endroit. Le seul truc, donc pour revenir avec ces valeurs de liberté, c'est que ça ne marche plus. On est tous d'accord. Aujourd'hui, là, on parle d'agilité dans le management. En fait, en vrai, ce n'est pas de l'agilité, c'est du contorsionnisme, sauf que c'est un peu trop long. Parce qu'en réalité, on est amis avec nos collaborateurs. Bien sûr. Je ne vous compte pas le cas de divorce, mon copain m'a trompé, ma copine n'a pas dormi chez moi hier soir, ma voiture est en panne, c'était pour venir au boulot, c'est de ta faute, j'aimerais me refaire les seins, oui alors j'ai 21 ans et alors, toutes les histoires personnelles que mes collaborateurs ont partagées avec moi. Alors, normalement, il y a 10 ans, je n'aurais jamais été au courant de ce genre de choses. La seconde, c'est que on est aussi dictateur, parce qu'il y a un moment, il faut quand même délivrer, il y a quand même des clients qui attendent d'être satisfaits déjà, qui attendent leurs produits, qui attendent qu'on les appelle. Bon, il y a des clients au bout du jeu, donc c'est pas aussi simple. Et je pourrais rajouter, il y a aussi le chef d'entreprise coach, bien sûr. Alors c'est un peu une blague, ça m'est arrivé qu'une fois, donc il ne faut pas en faire une règle générale, mais un gars qui revient de déjeuner, qui bossait pour moi à Sydney, qui vient de déjeuner, qui dit « Ah tiens, j'ai eu un super entretien avec un recruteur, tu pourrais me faire une lettre de référence, ça m'aiderait beaucoup. » Ah bon, tu vas démissionner? Oh non, non, tant que je ne trouve pas, je suis bien là. Ok. Tout va bien. Donc en réalité, le poste donc, de manager devient hyper compliqué et à plusieurs niveaux, entre est-ce que mon équipe elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là, est-ce qu'elle est des mêmes valeurs que moi, hein, liberté, ordre et compagnie, et est-ce qu'elle est dans une attente de relations plutôt personnelles ou plutôt professionnelles. Donc les choses se compliquent vraiment. L'autre chose, la deuxième chose, c'est qu'on va manager de moins en moins des gens. Le truc qu'il faut pas manager de nouveau, qu'il faut comprendre, c'est qu'en face de nous, on n'a pas que des gens, on a des valeurs, on a des cultures. Et il faut bien comprendre ça. Donc, terminer alors, je reçois, pendant un moment, quand c'était la mode, je recevais des coups de fil de dirigeants, viens m'aider à manager les générations Y. Genre, ils ont un problème, il faut resserrer la vis parce que de mon temps, vous connaissez l'histoire. Alors qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Plutôt que de mettre des gens dans des cases en fonction de leur âge, en fonction de leur nationalité, en fonction de la marque de leur voiture, allez, allons-y, de savoir s'ils fument ou pas, ou s'ils vont s'habiller chez Célio ou ailleurs, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus malin pour essayer de différencier les gens et adapter, avec agilité, son management. La première, c'est le rapport de l'autorité, parce que je suis avec des gens qui sont plutôt dans un esprit d'entrepreneur, qui veulent vraiment se prouver des choses à eux-mêmes et à leur entreprise, ou est-ce que des gens qui sont juste là pour faire le boulot et puis pas rester plus tard que l'heure qu'il faut? Est-ce que j'ai des personnes qui fonctionnent plutôt seules ou plutôt en groupe? Est-ce que j'ai des gens qui vont partager leurs émotions ou qui vont la garder pour eux? Bon, là, je réponds à celle-là, hein, je ne vous pose pas la question, mais l'émotion se partage de plus en plus, et en plus, c'est contagieux, c'est compliqué. Et est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt en attente de sécurité, qui veulent être certains qu'ils auront encore un job dans 5 ans, et qui vont vous demander un parcours de formation, ou alors des gens, au contraire, qui sont plutôt dans le risque et qui sont prêts à tenter leur chance. Juste avant-dernier slide, quand on parle de management, en réalité, le sujet n'est pas là. Si vous êtes dans une posture de management avec vos collaborateurs, c'est qu'il y a eu un schmilblick à un moment.
Parce que normalement, si tout se passe bien, on travaille en confiance, dans la collaboration, dans l'écoute, etc., il ne devrait pas y avoir de soucis plus que bon, allez au boulot, ce soir on se voit pour savoir comment ça a avancé. S'il y a un problème, c'est qu'en réalité, ce n'est pas au niveau du management qu'il faut le régler. Il fallait le régler avant. Il fallait le régler au moment de l'intégration, au moment où notre ami Julien est arrivé dans l'entreprise, en étant aussi stressé que excité de commencer un nouveau job, et que l'entreprise s'est plantée dans le process d'intégration. Déjà, lui donnant, alors lui, c'est même pas Jean-Michel, c'est plutôt Maurice, quelqu'un en tout cas qui n'avait pas du tout la même vision de la carrière que celui qui arrivait. Quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées. Et pour terminer, pour m'adresser aux jeunes entrepreneurs, si dans 10 ans, vous avez un fils et qu'il met le feu au tapis, s'il vous plaît, allez-y mollo. Alors ça, normalement, c'est une référence culturelle que les moins de 40 ans devraient avoir. Comme avec de grandes responsabilités, de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ok, c'est très générationnel. Oui, mais c'est Spiderman en fait. N'oubliez pas que lorsque vous allez devenir à votre tour des managers, vous allez commencer à avoir des équipes autour de vous. S'il vous plaît, tombez pas dans la facilité, soit parce que vous avez lu un bouquin, soit parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous sur ce coup-là, de faire du copier-coller bête et méchant d'un système qui fonctionnait mais qui ne fonctionne plus. Donc, autorisez-vous à faire des essais, autorisez-vous à prendre des risques et autorisez-vous simplement à faire du management par erreur. Vous allez faire plein d'erreurs, c'est pas grave, on rebondit, on recommence et on essaie de comprendre pour ne plus refaire cette erreur. Merci.